Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, votre récapitulatif de l'actualité de la semaine en 15 minutes chrono. Une semaine fortement marquée par le secteur de la santé. Les services pédiatriques vendéens en premier lieu tirent la sonnette d'alarme. Ils sont au bord de la saturation depuis déjà 3 semaines face à l'épidémie de bronchiolite, une infection plus intense et coriace que d'habitude de l'aveu des médecins. La situation est très tendue puisque le CHD de Vendée doit également prendre en charge de nouveaux patients suite au déclenchement du plan blanc par le CHU de Nantes. Les collègues du CHU nous appellent tous les jours pour savoir si on peut prendre des enfants, ce qu'on fait depuis quelques semaines, sous réserve aussi de notre niveau de saturation. Ça, c'est inédit pour nous et personnellement et pour l'équipe, ça nous inquiète énormément parce qu'on se retrouve dans une situation où notre CHU de référence, notre niveau 3, se tourne vers nous pour nous demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe si nous, on a un enfant qui est intubé, qu'on doit intuber, qui relève d'une réanimation, qu'on ne pourra pas prendre en charge avec la sécurité qu'il se doit? Qu'est-ce qui se passe si notre CHU est complètement saturé? Et pour pallier le manque de médecins généralistes, une solution de substitution émerge, les bornes de téléconsultation, un appareil avec plusieurs outils, un médecin en télétravail en face pour poser un diagnostic. On les trouve en pharmacie et en maison France Service. Alix Lanos nous en explique le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il y a comme symptômes? Mal de tête, mal de gorge. D'accord. Guidée par le pharmacien de cette officine, Solane, 13 ans, s'apprête à être vue par un médecin en téléconsultation. Ça, c'est pour regarder dans les oreilles si besoin. Stéthoscope, tensiomètre, la cabine est équipée de différents outils permettant l'auscultation du patient par un médecin généraliste à distance. La solution de la dernière chance pour cette maman qui n'a plus de médecin traitant. J'ai appelé plusieurs médecins autour de chez nous et plus personne ne prend de nouveaux patients dans l'immédiat. Donc, c'est pratique, on a une ordonnance, on a nos traitements, on a un arrêt s'il faut, enfin voilà, c'est bien. Parce que sinon on est obligé d'aller aux urgences, du coup de monopoliser les urgences pour des petites pathologies, donc ça c'est pas mal. Installée en juillet dernier dans cette pharmacie de Fontenay-le-Comte, la borne de téléconsultation est utilisée tous les jours par des patients sans médecin traitant. Et il faut dire qu'ils sont nombreux sur le secteur, environ 15 000 dans le sud Vendée. Différents dispositifs, dont un centre de soins non programmés, permettent de répondre à une partie de la demande, mais ce n'est pas suffisant. Alors plusieurs pharmacies, ici à Fontenay-le-Comte, ont fait le choix de s'équiper de ce type de cabine. Effectivement, ce n'est pas la solution parfaite. On essaye évidemment d'avoir un médecin traitant en présence, sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas toujours possible. Et effectivement, nous qui sommes les premiers confrontés finalement aux patients et au désespoir des patients qui ont besoin de consulter, ça reste mieux que de ne pas avoir de médecin du tout. C'est aussi nous, et là c'est nous, notre travail, de juger le fait de dire oui, ça c'est faisable en téléconsultation, ça c'est plus du tout de l'ordre de la téléconsultation, et c'est l'avantage aussi de l'avoir en pharmacie. On reste des professionnels de santé et du coup on oriente les patients au mieux, voilà, en tout cas ce qui nous semble le mieux. Des bornes de téléconsultation comme celle-ci, le département en compte 48, dont la quasi-totalité est installée comme ici dans une pharmacie. Un certain nombre de reproches sont formulés à l'égard de cette solution alternative. Un médecin souvent éloigné géographiquement, pas de suivi médical ou des diagnostics limités. Mais en attendant mieux, elle permet de dépanner bon nombre de patients qui attendent toujours de trouver un médecin traitant. Et ils ont le sentiment que les dirigeants ne connaissent pas le métier de généraliste. Les médecins en colère et inquiets pour les futures prises en charge de leurs patients ont observé 2 jours de grève, jeudi et vendredi, à l'appel des branches vendéennes des syndicats de médecins généralistes de MG France et de la Confédération des syndicats médicaux français. Une partie des cabinets était fermée, d'autres ont préféré continuer à recevoir les patients, se contentant d'apposer une affiche. Certains se sont donné rendez-vous devant la préfecture. Nous, on demande une revalorisation de la consultation qui suit l'inflation, peut-être autour d'une 30aine d'euros, avec éventuellement une valorisation des consultations complexes qui prennent plus de temps. Il faut vraiment qu'il y ait un choc d'attractivité pour la médecine générale, que l'assurance maladie et le ministère de la Santé nous donnent les moyens de pouvoir moderniser les cabinets, de prendre en charge plus de patients avec plus de personnel autour des médecins. C'est comme ça aussi qu'on arrivera à régler ce problème d'accès aux soins et de démographie médicale. Et quittons à présent le domaine de la santé
santé. Du 25 novembre au 2 décembre, une grande opération nationale d'abandon et de régularisation simplifiée d'armes à l'État était organisée. Les particuliers pouvaient venir déposer pistolets, fusils, munitions ou encore sabres non déclarés sans risquer de procédures administratives ou judiciaires, comme c'est le cas habituellement en dehors de cette opération. Et le succès rencontré est plutôt inattendu. Notre reportage à l'hôtel de police de La Roche-sur-Yon. Le coffre rempli d'armes, et pourtant ce couple n'a rien de Bonnie and Clyde. Il participe, comme beaucoup de Vendéens, à l'opération d'abandon simplifié d'armes à l'État. C'est une opération qui permet aux Français qui ont hérité d'une arme ou qui l'ont trouvée, mais qui ne connaissent pas les dispositifs réglementaires ou qui ne l'ont pas enregistré, de venir soit pour l'abandonner, soit pour l'enregistrer sur un système informatique, c'est le SIA, le système d'information armes. Et donc on est là pour leur faciliter la vie sur 8 jours. Et en moins d'une semaine, voici le butin. Sabres, épées, fusils ou même munitions, toutes sortes d'armes sont abandonnées. La plupart seront détruites et d'autres pourront intégrer des musées. Voilà, dans le lot, vous avez aussi bien une imitation d'armes de guerre que des choses qui sont quasi historiques comme celle-là. Ou comme celle-là. Donc le retrait de ces armes, c'est une question de sécurité. C'est pour inciter les gens à se débarrasser d'objets dangereux par nature, qui peuvent être aussi volés, il ne faut pas l'oublier. Et quand on les retire de la circulation, on a moins de chances de les voir utilisés. Ça, c'est le premier but, et d'en faire une opération simplifiée pour inciter les gens à venir. Un système simplifié aussi pour ceux qui souhaitent garder leurs armes. Depuis janvier, l'enregistrement sur le SIA, système d'information sur les armes, est obligatoire. Grand-père paternel, maternel. Alors pendant ces 8 jours, aucune poursuite. La préfecture accompagne les détenteurs pour se mettre en règle. Cette opération a pour but d'accompagner les chasseurs dans l'enregistrement de leurs armes sur le SIA. Et d'un autre côté, les gens qui ne sont pas forcément chasseurs ni tireurs sportifs, mais qui souhaitent garder les armes, soit un héritage ou soit trouvées, donc qu'ils puissent s'enregistrer sur ce système d'information. Les gens qui rencontrent des difficultés, je les invite à se rapprocher des différents sites sur le département et ne pas hésiter à se faire aider. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut se faire enregistrer rapidement. Pour bénéficier d'une aide, il faudra même le faire très rapidement. L'opération se termine vendredi. Vélo, boulot, dodo, une nouvelle routine que le département cherche, comme beaucoup d'autres, à instaurer. D'après une étude menée par l'INSEE, la plupart des Vendéens habitent à moins de 13 km de leur emploi. Alors le conseil départemental vient d'annoncer un plan pluriannuel, 35 millions d'euros d'ici 2028, pour sécuriser et aménager de nouvelles voies pour les travailleurs cyclistes. Notre volonté, c'est de permettre aux personnes qui souhaitent se rendre à leur travail en vélo, de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. On n'a pas besoin des mêmes infrastructures quand on est en touriste, où on va le faire en pleine journée, que quand on est quand on travaille, où là on va partir tôt le matin, tard le soir. Quels que soient les déplacements en mode doux, la sécurité, c'est l'élément fondamental. C'est tellement vite une portière qui s'ouvre, un automobiliste qui tourne, qui ne voit pas par la pénombre le soleil. Donc voilà, la sécurité, c'est un enjeu majeur. Allez, on change de sujet. La semaine dernière, le Goua était inaccessible aux véhicules pendant 4 jours. Le mythique passage submersible était en effet fermé pour travaux. Il s'agissait en substance de changer une balise et quelques pavés abîmés par les passages de marée. Des travaux qui n'ont donc rien d'extraordinaire, mais que la configuration des lieux rend plus délicat. Agathe Poulet est allée s'en rendre compte. À peine la marée s'éloigne de la berge que les ouvriers se mettent en place pour venir poser la nouvelle balise. Suite à un bateau qui aurait heurté le mât, les menuisiers ont eu 15 jours pour le préparer, avec un bois d'une durée de vie d'une 50aine d'années. C'est de l'azobé, un bois exotique qui vient d'Afrique. Le bois est extrêmement dur et sa densité c'est à peu près 1,2 tonne, 1,4 tonne au mètre cube. Donc c'est un bois qui ne flotte pas, très dur. Et on a travaillé ce bois exotique avec des outils au carbure de tungstène. À l'aide d'une grue afin de déplacer le mât de 7,50 m, c'est au tour des maçons de venir sceller le perroquet, à l'aide de sable tassé grâce à l'eau et de ciment, enterré sur 2 mètres de profondeur. Avec son entreprise, Luc Leroy avait déjà participé aux travaux il y a 22 ans sur les 9 balises qui se dressent sur les 4 km du passage du Goua.
avait anticipé un petit peu le jour où il fallait refaire une balise. Donc on a mis des buses à l'époque, qu'on a rempli de sable et on a bétonné la tête de la buse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a enlevé le béton au niveau de la tête de la buse, ce qui nous a permis d'enlever le mât sans tout démolir. Et ensuite, on a remis le mât, remis du sable et remis du béton en tête de la buse. Ce nouveau perroquet permettra de venir en aide aux personnes en difficulté lorsque la marée monte. Chaque jour, les équipes du département interviennent sur le passage du Gois pour l'entretien de la chaussée et assurer la sécurité des 1000 usagers qui empruntent quotidiennement cette route emblématique du département. Et direction à présent le campus universitaire de la Courtésière à La Roche-sur-Yon. Depuis 2015, il est verdi par les soins d'étudiants et d'enseignants. Après la création d'un verger, d'un potager et d'une micro-forêt, c'est maintenant une mare qui a vu le jour. Elle permettra la création d'un véritable écosystème. Le reportage sur place de notre journaliste Grégoire de Châtillon. Opération clôture de la mare au pôle universitaire, des piquets de châtaigniers à enfoncer, pour un petit plan d'eau qu'il faut sécuriser. À côté, ces étudiants écorcent les perches qui iront ensuite ceinturer la mare sur une hauteur de 90 cm. Le campus de La Roche-sur-Yon ne cesse de se transformer. Sur ces 5 hectares d'espace vert, 1 hectare est désormais cultivé. Il ne manquait que la mare. Cette mare, c'est en fait le dernier élément qui va nous manquer, nous, ici sur le campus vert. Et en fait, la mare, comme on peut le voir, elle permet de relier en fait, le potager à la micro-forêt, en permettant de faire un corridor donc écologique. Et puis, il y a aussi l'histoire de la trame verte et bleue. Et nous, le seul élément qui nous manquait, c'est donc l'élément bleu, donc, qui est la mare. La mare, un corridor écologique ici, entre le potager et la micro-forêt. Une micro-forêt très dense, plantée il y a tout juste un an, selon la méthode Miyawaki. Un petit espace de 300 mètres carrés, boisé de chênes, de frênes, de sureaux, d'aubépines, d'alisiers, quasiment pas arrosé l'été dernier, malgré la chaleur et la sécheresse. On pensait avoir plus de pertes cet été et on se retrouve quand même avec pas mal d'arbres. Et au fur et à mesure qu'elle va grandir et prendre de l'ampleur, les insectes vont venir, les oiseaux aussi, et ça va apporter des graines, apporter des nouvelles essences d'arbres, et elle va se renouveler toute seule finalement, elle va repousser par elle-même. La sélection naturelle fait son travail. Le campus vert de la Courtésière a démarré il y a 5 ans. Il s'est beaucoup accéléré depuis 2 ans grâce à ses étudiants du département génie biologique. Le verger qui a à peu près 4 ans va commencer à produire. On a derrière un verger de noyer qui n'a que 2 ans, mais qui a quand même à terme produire quand même beaucoup de noix. Et oui, sur la partie potager, on récolte déjà pas mal de légumes. L'année précédente, on a fait une distribution de courges. Quand même beaucoup de gens ont pu en profiter. Dans la serre, on a de la salade. Actuellement, les gens peuvent se servir en libre-service. Presque tout le temps, il y a quelque chose à récolter. Des étudiants qui récoltent le fruit de leur travail, le campus vert de l'Université de Nantes à La Roche-sur-Yon continue de s'étendre avec au programme des ruches et de l'éco-pâturage pour ces prochaines années. On termine avec de l'insolite. Il publie son propre livre. Les éditions Les Chantuseries sortent un nouveau roman, celui d'Arnaud Guichard. Et l'auteur est précisément l'homme derrière l'impression du manuscrit, puisqu'il travaille à l'imprimerie de cette maison d'édition. L'Île des Oubliés, le premier roman de ce jeune écrivain de 30 ans et qui a choisi de suivre le parcours d'une juive en Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale pour intrigue. Là, il y a un truc qui est cool, c'est que déjà ça fait participer mon entreprise. Moi-même je le réalise, donc jusqu'au bout j'aurais été au bout de la ligne quoi. Et puis ça reste un produit vendéen quelque part qui sera diffusé en Vendée et pour y travailler c'est très cool quoi. Moi j'en suis fier de ça quoi. Le fait que je sois éditeur au Poiré et que mon imprimeur soit aussi au Poiré-sur-Vie, c'est une qualité de travail absolument passionnante. Et puis ça m'ancre dans le souci de participer aussi à la vie économique du département. Voilà. Je ne suis pas imprimé à l'autre bout de l'Europe. Ainsi s'achève cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 12h30 pour un tout nouveau journal tout frais. La première édition, ce sera dès 7h du matin en compagnie de Caroline Tronche. D'ici là, passez un bon week-end. À bientôt.